Et le sort de nos populations, de notre pays, ne dépend pas que du Congo, dépend aussi de la solidarité et de la compréhension que nos partenaires ont de sujets qui nous concernent. Le Congo s'effondre d'abord de ses propres contradictions internes. Ensuite, il y a cette agression, effectivement, que tout le monde reprouve, condamne, y compris au niveau international. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment trouver une paix durable et une stabilité à la République démocratique du Congo. Ça fait plusieurs décennies que cela dure et plusieurs années qu'il faut aujourd'hui chercher des solutions qui tiennent pour la suite et pour l'avenir. Le sujet Congo est sur tous les agendas importants, aussi bien en Afrique qu'à l'international, en bilatéral comme en multilatéral. Et tout le monde est conscient de la crise et de l'impact que cette crise peut avoir sur la région. Et nous, comme Congolais, ça fait des années que nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme sur la dégradation continue de la situation politique interne et de la dégradation de la situation de la sécurité dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise beaucoup plus grande que par le passé, si bien qu'il faut trouver, mais très rapidement, avec urgence, les solutions à nos problèmes. Vous savez, depuis l'accord de Lusaka en 1999, il a été mis en place un processus pour résoudre la crise qui s'était fait jour à la suite du génocide au Rwanda en 1994, mais aussi surtout depuis la chute du régime Mobutu. Cette solution comportait deux volets, un volet interne où il fallait restaurer la légitimité des institutions internes, reconstruire le Congo comme État, parce que, comme vous l'avez bien dit, le Congo était partitionné, divisé entre plusieurs groupes armés. Et ensuite, il y avait une question sous-régionale à laquelle il fallait trouver une solution de paix parce que les mouvements de population, les mouvements armés qui attaquent les uns les autres, il fallait y mettre fin pour trouver finalement un équilibre stable afin que le développement, aussi bien au Congo que dans la région, puisse se faire jour. Et donc, en 99, après l'accord de Sun City, le nouvel ordre politique qui a été déployé a créé une stabilité qui a réduit, si vous voulez, de manière continue la zone des conflits. Et l'unité du Congo a été reconstituée en réunifiant l'ensemble du territoire national, comme vous le savez, au cours de ce long processus. Et de l'autre côté, les groupes armés ainsi que les troupes armées étrangères ont toutes quitté la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons à nouveau des pays qui ont leurs troupes armées sur le territoire national. La situation du conflit fait qu'une partie importante, en tout cas plus que sur le 10, 15, 20 dernières années, échappe de nouveau à l'autorité du pouvoir central avec une escalade que nous ne pouvons plus nous cacher et à laquelle il faut mettre fin. Pendant les dernières années, nous nous sommes limités souvent à la façade institutionnelle. On a considéré que dès qu'on a une élection bien ou mal faite, ficelée dans la fraude et tout le reste, ça suffisait à créer de la stabilité parce qu'on avait une façade institutionnelle. Mais on ne s'est pas intéressé aux questions importantes que nous avons relevées, notamment dans notre projet sur la refondation du Congo, visant à restaurer un État viable en République démocratique du Congo, qui passe donc par une administration qui contrôle effectivement le territoire, une armée, une police, une justice qui fonctionne, mais également une gouvernance économique et financière qui soit à l'écoute de l'intérêt général et du sens du bien commun des Congolais. Ces questions-là ont été très souvent absentes, évanescentes pour nos gouvernements. Et sur les 7 dernières années, laissez-moi vous dire que on a vu une dégradation complète de la situation en dépit des ressources importantes mobilisées. Et puis, de l'autre côté, il a été question du soutien et d'accompagnement de la part de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, quand nous allons voir nos partenaires, les partenaires du Congo, pour discuter avec eux, c'est pour leur donner la lecture que nous avons du contexte. Et ensuite, du rôle qu'ils peuvent jouer dans la résolution de cette crise. Il ne vous a pas échappé que, aussi bien aux Nations Unies qu'à l'Union africaine, un certain nombre d'initiatives dans les organismes sous-régionaux sont lancées pour trouver une issue à cette crise et nous devons partager donc les idées là-dessus. Vous êtes d'accord avec ces mécanismes ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui, pour le moins, a l'avantage d'être beaucoup plus claire et strictement congolaise, celle qui est menée par l'ECC et la CENCO. Elle peut constituer, de mon point de vue, un point focal pour pouvoir engager un vrai processus de discussion en interne, résorber les problèmes des crises internes et ensuite voir également au niveau de la sous-région comment est-ce que nous pouvons discuter des questions d'intérêt commun en matière sécuritaire. Ce n'est pas parce qu'on parle de la sécurité sous-régionale qu'on considère que le problème que nous avons, il est régional et qu'en interne, il n'y a pas de problème. Il y a sujet en interne. C'est-à-dire que tant que le Congo restera cet État non viable où règne la corruption, où règne l'arbitraire, où règne la violation des lois, où règne la violation de la Constitution, où il n'y a ni armée, ni justice, ni service de renseignement qui fonctionne correctement, je peux vous dire, le cycle des violences sera entretenu. Il faut voir bien dans la violence que nous avons, dans l'effondrement que nous observons aujourd'hui de l'État congolais, l'absence d'État, l'absence de réformes, suivre pour pouvoir redresser la situation. Et donc nous pensons que ces questions-là sont de la responsabilité des Congolais. Et vous savez, pour nous, du point de vue de l'analyse, l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait fixé un contexte, je veux dire, au niveau interne en identifiant les sources des problèmes que nous avons internes, en identifiant les réformes qu'il fallait faire en matière de la décentralisation, en matière de la justice, en matière du sous-secteur sécuritaire, avait clairement indiqué la voie qu'il fallait entreprendre pour que le Congo soit fort. Dans le concert des nations, dans les relations entre États, on ne peut pas exclure qu'il y ait des États à un moment ou à un autre qui aient tendance à profiter de la faiblesse d'un autre pour nuire à sa souveraineté ou à l'intégrité de son territoire. Ce qui est le cas du Rwanda aujourd'hui. Voilà. Le seul instrument qui permet d'assurer et de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, c'est d'avoir une armée, un outil de défense dissuasive avec une crédibilité suffisante pour pouvoir adresser les différentes menaces. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que vous avez aux portes de Kinshasa, les Mobondo, vous avez des conflits ici et là, vous avez la violence urbaine dans les différents milieux qui fait régner la terreur sur nos populations sans que l'État ne soit en mesure d'aborder des questions. Ça me paraît beaucoup plus important que tout le reste. C'est l'étape première pour pouvoir restaurer la paix et la sécurité nationale. Qu'une issue militaire ne garantit pas la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue militaire à la crise que nous vivons. Et c'est pour ça que vous avez une démultiplication, parfois fâcheuse, parce que sans coordination entre les différentes initiatives, ça nuit. Trop d'initiatives nuisent à la clarté de la solution que nous connaissons. Et donc, aujourd'hui, la solution diplomatique, la solution négociée sur la question de l'Est semble s'imposer comme étant une voie. Mais en même temps, en interne, les discussions qui doivent être menées. Mais il ne faudrait pas se reposer là-dessus, considérer que lorsque l'on aura résolu la question militaire, du retrait de toutes les troupes, je dis bien de toutes les troupes étrangères qui sont sur le sol national. Et nous pourrons revenir sur ce sujet. Rwandaises, c'est que toutes doivent quitter. Rwandaises, ougandaises, tout ça. Et mercenaires, tout ce que le régime a amené en désordre sur le territoire national doivent quitter parce que les Congolais doivent être responsables de leur propre sécurité. Et en ce moment-là, nous sommes à mesure, comme Congolais, ayant repris conscience de ce que sont les exigences de la paix et de la sécurité, engager les réformes nécessaires à la refondation de notre pays, parce que tout est prioritaire. Je considère qu'il est aussi prioritaire d'avoir une armée et de commencer ce travail, qu'il est prioritaire d'avoir une justice qui fonctionne dans notre pays. Il est tout aussi urgent de demander et d'obtenir par la voie de la négociation le retrait des troupes étrangères sur le sol national. Il est évident que dans le cas de la solution qui devra être trouvée, il y a des mécanismes de confiance qu'il faudrait retrouver au niveau de la sous-région parce que les acteurs doivent se parler. On ne pourra pas déplacer les frontières, on ne pourra pas déplacer les pays avec lesquels nous partageons des années et
de relations, même si elles sont tumultueuses. Et puis de l'autre côté, il va s'imposer, et je pense que la communauté internationale a eu tort à un moment donné de lever comme ça sans condition la MONUSCO, une force qui devra être déployée de toutes les façons. Ils sont apparemment en train de revenir. Au pouvoir. Ils sont apparemment en train de revenir d'ailleurs. Donc, il faut remettre cette force. À l'époque, vous savez, quand nous avons levé la voix contre le départ que nous considérions comme précipité, la MONUSCO. On nous a dit, bon, ben, écoutez, nous avons grandi, nous savons faire et tout ça. Bon, aujourd'hui, on y revient. Il faudrait une force qui soit déployée avec un format, des règles d'engagement beaucoup plus claires, un mandat beaucoup plus clair, un plan de désarmement qui soit robuste et permettre, si vous voulez, de réinsérer de manière effective les forces qui sont démantelées, mais aussi changer d'approche. Parce que pendant longtemps, on a dû considérer que la sécurité de certains pays limitrophes était tributaire de la faiblesse du Congo. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le Congo a besoin d'un outil de défense qui soit dissuasif et crédible, et que le Congo doit être responsable en premier de la sécurité de son territoire. Beaucoup de nos partenaires sont conscients de ce que l'instabilité du Congo représente une instabilité beaucoup plus grande et non pas une garantie de sécurité pour les Congolais eux-mêmes, mais aussi pour tous les pays de la sous-région. Et donc, que la voix du Congo soit encore entendue aujourd'hui et soit de plus en plus entendue, me paraît être quelque chose d'essentiel. Le Congo est un pays enclavé. Okay? On dirait semi-enclavé parce que nous avons notre sortie sur l'océan. Donc, mais la partie est de notre pays est une partie enclavée. Et donc le commerce de biens, de personnes, l'exportation va d'un point de vue logistique transiter par les corridors qui passent par les pays voisins. Et donc c'est pas une question qui date d'aujourd'hui, elle date depuis que le Congo existe, avant même que le Congo ne soit créé. Les mouvements de biens, les commerces de biens, toujours transités par ces pays voisins. Il faut organiser ces filières. Mais ensuite, moi je crois qu'il faut pas déplacer les problèmes. Déplacer les problèmes, c'est quoi? C'est considérer que la question minière, la question de nos richesses, se pose uniquement à l'Est. Uniquement à l'Est? Non, se pose uniquement sur la partie des transactions avec le Rwanda. Ce que nous avons, par exemple, comme ressources minières sous le Katanga représente, disons, 90% de nos ressources. Comment est-ce que cela est géré? Par où est-ce que ça transite? Comment est-ce qu'on gère l'approvisionnement à l'échelle logistique? Et donc, je pense qu'il faut poser la question d'un point de vue global, regarder la question économique d'un point de vue économique et regarder la question politique d'un point de vue politique et sécuritaire et prendre les initiatives qui intègrent dans les différents corbeilles ces différentes questions. Une corbeille sur les questions économiques et financières des relations que nous avons dans la sous-région, une corbeille sur les questions sécuritaires et politiques qui intègrent les questions des migrations, les questions de circulation des biens et des personnes, et qui intègrent les questions liées à la gestion préventive des menaces dans la sous-région, excluant notamment le soutien à des groupes jugés déstabilisants, ce que l'on appelle les proxys, contre les uns et les autres. Tout cela, il faut pouvoir le bâtir, mais dans un cadre d'une paix globale. Et cette paix globale, nous en avons besoin pour assurer le développement de notre pays. Tout ce qui concourt à la désescalade de la violence est à prendre. Je dis que l'intérêt qu'il y a à ce que les belligérants, et vous parlez d'un ancien belligérant, nous avons été à Lusaka, nous avons été dans les processus qui ont suivi. L'intérêt à ce que les belligérants puissent se parler, c'est de pouvoir garantir l'effectivité, par exemple, d'un cessez-le-feu. Mais au-delà de ça, il ne faut pas se dire, on a obtenu le cessez-le-feu, les problèmes sont réglés. On a besoin d'abord d'obtenir l'arrêt des combats. Ça, c'est important. Quand on dit venez, alors qu'en interne, tels qu'ils sont au sein de l'Union sacrée, ils ont les ressources nécessaires pour pouvoir gérer la question. Il n'y a pas de blocage, si vous voulez, politique sur les orientations sollicitées par le gouvernement pour résoudre la crise. Ils ont voulu l'état des sièges, ils l'ont. L'accroissement des crédits à la défense, ils l'ont. Ils ont adhéré en pêle-mêle en désordre à différentes organisations sous-régionaux, soi-disant qu'on allait trouver la sécurité, ils l'ont. Il y a
aucun blocage politique qui soit venu pour entraver l'action du gouvernement. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Cohésion nationale. Il manque de la cohésion nationale. Ils disent rechercher la cohésion nationale. Non. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Nous n'y arrivons pas parce que lorsque les crédits sont débloqués, par exemple, pour la défense nationale, ils sont détournés. Et donc, ça prive notre outil de défense de l'efficacité nécessaire. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que le pays n'est pas administré. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que la justice ne fonctionne pas. Mais ça, ce n'est pas lié à l'absence de la cohésion, c'est l'orientation politique. C'est pourquoi nous sommes plutôt partisans de l'idée qu'il faille d'abord discuter du fond des problèmes, d'avoir identifié les solutions. Les Congolais ont cette facilité de se mettre d'accord sur le partage du pouvoir pour ne pas savoir quoi en faire, et c'est souvent le cas depuis ces temps aujourd'hui, mais jamais pour savoir, on se met d'accord sur quoi qu'il faut entreprendre pour que la situation change. Il faut donc une rupture avec ces pratiques et cette façon de faire. Partager le pouvoir, donner à tel ou à tel autre, ne change pas grand-chose si la vision que l'on a même de l'État, si la manière dont on veut servir l'État ne change pas. Si on ne fait pas le bilan de ce qui ne marche pas et qu'on n'identifie pas le mal là où il est, on n'en guérit pas. Et quelquefois, les politiques doivent avoir cette humilité de considérer que le sort de nos petites personnes, les unes ou les autres, est en deçà de ce que est le destin du Congo. Et il faut bâtir ce destin. Et pour nous, c'est la refondation du Congo. Il faut y arriver. Et je suis aujourd'hui un homme heureux de savoir que beaucoup se réclament de la refondation du Congo. Beaucoup disent qu'il faut refonder ce pays, il faut le réformer en profondeur, il faut attaquer. Allons-y, regardons quels sont les problèmes et que le pacte républicain soit refondé et repensé autour de ces principes et valeurs qui doivent lier tout le monde. Le reste, pour moi, est accessoire. Un pacte républicain avec Corneille Nangaa, un pacte républicain avec l'AFC M23 qui s'est allié au Rwanda. Il faut effectivement qu'il y ait une discussion inclusive de tous les Congolais sans exclure... Où on reparlerait de brassage, au sein de l'armée notamment. Et on reculerait j'ai des solutions beaucoup plus radicales. On pourrait y revenir, j'ai des solutions beaucoup plus radicales. Je pense que quand on parle de brassage, parce que je sais que c'est devenu une chanson, mais refaire une armée est une question ardue. Je crois qu'on s'était dit qu'il n'y aura plus de brassage. C'est ce qu'on avait dit. Il y a plus de brassage. L'armée que nous voulons pour assurer et garantir l'indépendance, ça ne doit pas être quelque chose qui est tributaire de celui qui est au pouvoir et qui en fait à sa guise. Parce que c'est une chose importante qui fait partie justement de cette cohésion. Il faut éviter de regarder l'armée comme étant un instrument à la disposition de celui qui est au pouvoir, parce que en le faisant ainsi, on casse la cohésion nationale justement. Donc plus de brassage. Je dis plus de brassage. Il faudra pas de brassage. Il faut éviter qu'en interne, ceux qui sont au pouvoir utilisent tout de même le brassage. Quand on dit utiliser le brassage, c'est pas seulement intégrer les groupes armés, mais c'est d'interdire, y compris à ceux qui sont au pouvoir, d'intégrer les groupes armés, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et que beaucoup ne dénoncent pas.